Voilà, bismillah. Le printemps arabe a eu lieu, comme vous le savez, surtout, en tout cas, il est parti de l'Afrique du Nord. Donc, c'est un phénomène essentiellement nord-africain. Et dans l'Afrique du Nord, j'inclus bien sûr l'Égypte. Le printemps arabe passe maintenant par un moment à la fois très difficile, que ce soit en Égypte, où il y a eu un coup d'État militaire qui met fin d'une certaine façon, et je pense pour une période qui ne durera pas très longtemps, qui met fin donc à l'éclaircie du printemps arabe en Égypte, où il y a eu un président élu, mais qui a été plus ou moins sous le contrôle de la garde républicaine, qui a été bien sûr fondée par le régime de Moubarak, et qui a été un peu l'otage des militaires. Et quand il n'a plus voulu marcher, quand il a refusé ce contrôle, ils ont provoqué des perturbations sur le plan économique, des perturbations assez graves qui ont touché la population dans sa vie quotidienne. Et c'était pour préparer psychologiquement la population et l'inciter à rejeter et à contester la légitimité du pouvoir, du président élu. Et cela a fini, comme on le sait, par la manipulation des médias privés égyptiens. On a parlé de 30, voire de 40 millions de manifestants, ce qui est une chose tout à fait fausse, parce que c'était les avions militaires qui prenaient les photos et les images comme ils voulaient. Il y avait sans doute une manifestation substantielle, mais pour laquelle l'administration de l'Intérieur et l'armée ont été mobilisés contre le président Et vous savez que aussi cette manifestation a été quand même importante, je veux dire la manifestation anti-Morsi, vu les fautes aussi très graves des frères musulmans qui se sont conduits d'une façon assez sectarienne et pas tout à fait démocratique, mais quand même ils avaient le soutien d'une bonne partie de la population, et ils avaient la constitution avec eux, et ils avaient quand même la légitimité des urnes. Et on ne pouvait pas mettre fin à un régime qui a une légitimité démocratique parce qu'il y a des erreurs ou parce que l'économie ne marche pas. Surtout, comme je vous l'ai dit, les perturbations économiques ont été dues, bien sûr, aux séquelles de la révolution du 25 janvier et du changement partiel du régime, mais aussi au fait que l'armée, les services secrets s'opposaient de fait au régime du président Morsi, et ont provoqué, du moins partiellement, les perturbations économiques qui ont fait peur au niveau de la vie et à la normalité, si on peut dire, de la vie quotidienne des Égyptiens. Tout ça a fini par un coup d'État, et maintenant, il faut le reconnaître, il y a donc une situation très grave en Égypte, et le printemps arabe est en train de se jouer aujourd'hui en Égypte. Pour la Tunisie, il y a une situation assez tendue, mais je pense que la Tunisie s'en sortira et que la Tunisie sera le plus grand succès du printemps arabe, parce que la Libye à côté, c'est une société beaucoup plus traditionnelle, c'est une société civile, il y a une société civile très faible du fait que la dictature de Kadhafi était une dictature abjecte, qui a mis fin à l'existence de la société civile balbutiante qui était née avec la lutte contre la colonisation. Et donc on se trouve en Égypte dans un vide sur le plan civil, et maintenant il y a bien sûr des tentatives, il y a des ruptures qui sont en train qui vont devenir des pousses puis des bourgeons, j'espère. Et ça va constituer, donc, sur le long terme, s'ils arrivent à trouver une solution au problème
donc sécuritaire dans le pays, surtout le Grand Sud, je crois que ça peut finir par réussir, parce que malgré la traditionnalité de la société, malgré le tribalisme qui domine dans plusieurs parties du territoire libyen, comme il y a quand même des ressources pétrolières, ça va aider le gouvernement élu à avoir plus de légitimité sur le plan populaire et peut-être ils s'en sortiront dans 2 ou 3 ans. Mais en Tunisie, j'ai beaucoup d'espoir parce que c'est une société aussi productive, c'est une société moderne, c'est l'une des sociétés arabes les plus modernes et aussi l'une des sociétés africaines les plus modernes. Je veux dire que la culture moderne, comme vous savez, a pénétré la Tunisie peu à peu à partir du 19e siècle, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la Libye, ni du Maroc, ni de la Mauritanie. Pour comparer, la société tunisienne est une société, on la compare au reste de toute l'Afrique du Nord arabe, qui va donc du canal de Suez jusqu'au fleuve du Sénégal. Les spécialistes considèrent que c'est la société arabe nord-africaine la plus moderne. Et cela donne, et aussi parce qu'il y a un minimum vital pour tous les citoyens, la majorité, l'écrasante majorité de la société est alphabétisée, une bonne partie de la société est politisée, et il y a aussi un pluralisme au sein de l'élite politique, et je pense que la Tunisie, malgré les soubresauts de violence, les éruptions de violence qui arrivent de temps en temps et qui donnent une image négative de la situation en Tunisie, mais sur le fond, le gouvernement a un soutien, l'opposition de gauche est assez raisonnable pour ne pas pousser à la violence, mais il y a bien sûr certains groupes très minoritaires salafistes qui sont tekfiristes et qui aimeraient mettre fin à l'expérience démocratique pour mettre en place un État islamique et un pouvoir islamiste extrémiste. Mais je crois qu'ils n'auront jamais la haute main et que la société civile tunisienne se renforce de plus en plus. Et c'est une société civile qui inclut la gauche, les libéraux, les islamistes, et ils sont tous opposés à la violence et opposés à l'islam politique extrémiste, y compris le parti Ennahda, qui reste quand même un parti pro-démocratique, un parti raisonnable, même si la gauche et les libéraux s'y opposent parfois d'une façon frontale. C'est le jeu démocratique. Voilà. Il y a quand même quelques inquiétudes dans l'espace maghrébin avec la maladie de Bouteflika et ces militaires embusqués. On ne sait pas ce que ça va se passer. La maladie de Bouteflika pose quelques problèmes, mais finalement des petits problèmes, parce que Bouteflika a été choisi par les militaires, et il a gouverné avec les militaires, et ceux qui contrôlent la vie politique et économique quotidienne, c'est les militaires. Donc ça ne change pas grand-chose, la maladie de Bouteflika. D'accord. Et le conflit sahraoui, qu'est-ce que vous en pensez? C'est l'un aujourd'hui des conflits les plus vieux en Afrique. Oui, c'est vrai, il dure depuis une quarantaine d'années. Et je pense qu'il ne peut y avoir de solution que consensuelle entre les deux parties essentielles engagées dans ce conflit. Et j'espère qu'avec la lassitude, tout le monde va faire les concessions qu'il faut pour arriver à une solution consensuelle, négociée, qui fera retourner la paix et j'espère la prospérité pour la population sahraoui. Dernière question, quel est l'impact de la crise sahalo-saharienne sur l'espace maghrébin, notamment la crise malienne? Est-ce que vous la ressentez au Maghreb? La crise malienne fait qu'il y a plus d'instabilité dans la région, que ça
donne donc un caractère plus aigu encore au conflit du Sahara. Et surtout, donc ça diminue bien sûr le nombre des touristes qui visitent la région, y compris le Maroc, la Mauritanie, la Tunisie. Et donc ça renforce cette image plus ou moins négative de la région. Et puis ça produit bien sûr l'insécurité. Et cela est dû partiellement à la chute du régime de Kadhafi et à la tombée sous la main de djihadistes d'une bonne partie des armes au moins légères et dans les mains de groupes djihadistes ou des groupes aussi séparatistes. Merci. Merci bien.